Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle web émission proposée par l'opérateur de compétences Atlas, dédiée aux études qui explorent les enjeux de la RSE. Je me présente Nicolas Lagrange, je suis rédacteur en chef au pôle social de l'agence AEF Info. Et en studio avec moi, Sébastien Dumas, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes chef de projet prospective chez Atlas au sein de la direction des politiques de branche. Quelle est l'orientation donnée à cet événement par Atlas? Alors cette fois-ci, pour cette matinale RSE, nous allons évoquer les dimensions plutôt sociales et sociétales de la RSE. Le thème de la transition écologique ayant déjà été abordé dans les précédentes matinales, nous allons plutôt rester en surface sur cette thématique. Quels sont les temps forts que vous avez prévus au cours de nos 90 minutes d'échange? Bien sûr, alors la première séquence, ce sera un focus sur le courtage et la réassurance de branche, une stratégie RSE des pistes d'action avec les partenaires sociaux de la branche et moi-même. Une deuxième séquence, le handicap, quel levier en entreprise et dans les branches professionnelles. Intervention d'une entreprise, de la GFIP et du directeur du développement de l'OPCO Atlas. Une troisième séquence sur l'impact de la RSE sur les compétences, focus sur les banques commerciales. Intervention du président de l'Observatoire des métiers de la banque et de l'ES Bank. Quatrième séquence, diversité et inclusion, nouveaux défis, nouveaux accompagnements. Pour finir, le directeur du développement d'Atlas, l'Association française des managers de la diversité et moi-même. Merci Sébastien. Tout au long de cette web émission, on vous propose de poster vos commentaires, vos analyses, vos questions, vos demandes de précision sur le fil de discussion et je m'efforcerai de les relayer. Tout de suite, première séquence sur la stratégie RSE d'une branche, l'exemple du courtage d'assurance et de réassurance. Et on va accueillir sur le plateau Patricia Mondragon, Pierre-François Tallet et Martin Legras. Voilà, nos intervenants prennent place sur le plateau et on va faire un petit tour de table pour les présenter. Patricia Mondragon, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante syndicale CFE-CGC au sein des commissions paritaires CPNEFP et CPPNI. En fait, ce sont deux instances qui ont pour mission la formation, la négociation, la veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche. Vous êtes aussi membre de la section paritaire professionnelle, c'est une instance de l'OPCO Atlas, et également secrétaire du CSE d'une entreprise de courtage lyonnaise. Pierre-François Tallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires sociales et de la formation professionnelle de Planète CSCA. C'est l'organisation professionnelle représentative de la branche du courtage d'assurance et de réassurance. Vous êtes également membre de la CPNEFP et de la CPPNI. Troisième nouvel interlocuteur, Martin Legras, bonjour. Bonjour. Martin, vous êtes juriste affaires sociales et formation professionnelle au sein de Planète CSCA et vous siégez également au sein de la CPNEFP, de la CPPNI et de la section paritaire professionnelle de l'OPCO. On va démarrer avec vous, Pierre-François Tallet. Finalement, les enjeux RSE, ils sont très divers, ils sont souvent assez présents dans beaucoup de discussions, de négociations paritaires, mais les partenaires sociaux de la branche dont vous faites partie s'en sont pleinement saisis en 2020, à partir de 2020 avec une étude sur la QVT réalisée avec l'appui d'Atlas. Quels étaient à la fois les objectifs de cette étude et les livrables? Donc, se référant à l'accord national interprofessionnel de 2013, les partenaires sociaux ont voulu donner un cadre très opérationnel à la responsabilité sociale des entreprises en 2020. L'objectif était de rendre plus attractif le secteur d'activité, plus inclusif et plus responsable, avec un accord ensuite de 2021 sur les engagements responsables et solidaires. Ils ont mené une étude pour mesurer la qualité de vie au travail et sont arrivés à un diagnostic partagé pour préparer l'accord de 2021. Avec quel livrable à l'issue de cette première démarche? Donc le livrable, ça s'appelait CAP QVT. Et donc c'était un document extrêmement bien fourni, extrêmement documenté, avec tous les thèmes de la QVT qui sont passés en revue et avec des applications pratiques pour les entreprises. Martin Legras, Pierre-François Tallet vient de citer en 2021 cet accord sur les engagements responsables et solidaires en faveur de l'emploi et de la QVT. Quelles étaient les principales dispositions contenues dans l'accord ?
Alors effectivement, les partenaires sociaux ont signé en juillet 2021 un accord qui était relatif donc, aux engagements responsables et solidaires en faveur de l'emploi et de la qualité de vie au travail. Donc cet accord, il avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, il y avait des objectifs qui étaient chiffrés sur une durée de 3 ans, notamment d'augmenter le nombre d'alternants. Donc ça passait notamment par une incitation à la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage, la formation des managers à distance et l'accueil des stagiaires et des jeunes éloignés de l'emploi, par exemple. Il y avait également des mesures en faveur du handicap, en particulier pour favoriser le recrutement et l'information des entreprises sur cette thématique, notamment en lien avec l'OPCO Atlas. Et puis d'autres dispositions en matière de QVCT, comme la sécurisation des parcours professionnels, la promotion de la mixité, de la diversité ou encore l'embauche des seniors. Et puis globalement, à l'issue de cet accord, on a constaté que les objectifs étaient remplis, avec une hausse qui a été constatée du recrutement d'alternants, de personnes en situation de handicap et de personnes âgées de plus de 50 ans. Merci. Et c'est finalement, Patricia Mondragon, dans le cadre de ces discussions paritaires autour de la QVCT, qu'il a été décidé à un moment donné de faire un focus plus spécifique sur le handicap. Oui, tout à fait. Sachant qu'en 2024, l'étude qui a été menée sur la QVCT préconisait de mobiliser en priorité les TPE et les PME en rendant une QVCT plus simple, concrète et adaptée à leurs contraintes organisationnelles. Elle préconisait également de structurer cette fois-ci la QVCT au niveau de la branche, de manière à ce que tous les courtiers puissent en bénéficier, ainsi que d'acculturer les dirigeants et les managers. Pour autant, on a eu une étude qui ne développait pas suffisamment le thème du handicap. Donc en sachant que c'est un thème qui est important, mais qui est difficile à appréhender finalement. Donc les partenaires sociaux se sont dit qu'il fallait refaire une étude, mais spécifiquement sur ce thème-là, afin de bien comprendre les enjeux. Donc cette étude avait pour objectif la réalisation d'un état des lieux au niveau de la branche par rapport à l'emploi de ces personnes en situation de handicap, un recensement des bonnes pratiques, car dans la branche il y a des bonnes pratiques et on a même regardé les pratiques qui se faisaient autour, sur des secteurs proches finalement de nous, et on a élaboré des préconisations pour favoriser le recrutement et également le maintien de ces personnes en situation de handicap dans notre branche du courtage. Dès le début de l'étude, on s'est dit qu'on voulait vraiment aboutir à un accord, mais un accord ambitieux, mais réaliste. Réaliste, pourquoi ? Parce que justement, on a des structures de plus de 500 collaborateurs, 1000, mais on a aussi des courtiers de petite taille. Alors j'ai une question qui arrive via l'application d'un participant qui demande si le livrable CAP QVT est accessible aujourd'hui. Bien, je me permets de répondre. Il est aussi disponible sur le site de la Fédération Planète CSCA et également via le portail Atlas Prospective Atlas. Je pense que les équipes qui sont ici vont le mettre dans le fil de discussion pour que vous l'ayez pleinement. Avec le lien qui permet d'accéder à ce CAP QVT. Merci. Alors Sébastien Dubin, on a vu les objectifs des partenaires sociaux qui ont souhaité lancer ce diagnostic handicap. On va bien sûr voir les éléments clés de l'étude, mais peut-être un mot d'abord sur la méthodologie utilisée. Bien sûr. Alors, on a construit cette étude et ce diagnostic en 3 temps. D'abord, un cadrage statistique à partir des données de la DARES. On voulait un socle chiffré qui est solide. Et après, une enquête en ligne ainsi que des entretiens avec, pour cette enquête en ligne, 252 répondants, dont 82% de TPE, ce qui représente bien la photographie réelle de la branche professionnelle. Et enfin, une analyse comparée avec des accords de branche et des accords d'entreprise pour identifier les leviers transposables. L'objectif était de partir d'un constat objectif chiffré, qualifier les représentations et repérer ce qui marche ailleurs et ici, dans la branche du courtage. Alors, premier élément, avant d'entrer dans le vif du sujet, la branche du courtage, quelques mots, quelques chiffres clés pour rappeler ce que représente le handicap en France sur le marché du travail. Exactement, peut-être quelques repères. En France, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, comme vous voyez sur cette slide. 3,1 millions de reconnaissances de qualité de travailleurs handicapés. Donc,
il y a aussi deux réalités que vous pouvez voir à l'écran. Donc 85% des handicaps surviennent au cours de la vie et 80% sont invisibles. Autrement dit, le handicap n'est ni figé, ni toujours visible. La question du maintien de l'emploi, comme ce qui a été évoqué, est centrale. C'est un sujet donc, qui concerne tout le monde à un moment donné de la vie. Peut-être si on prend maintenant la slide suivante avec sur ces 3 millions de personnes qui ont une reconnaissance de qualité RQTH, de qualité de travailleurs handicapés, il y en a 352 000, enfin 1 352 000, excusez-moi. Ce qui frappe, c'est aussi... C'est ça, en fait, voilà. on le disait tout à l'heure, hein, on le voit sur la slide précédente, il y a un certain nombre de travailleurs handicapés avec 1 352 000 qui disposent d'une RQTH en 2024 et avec ensuite quelques éléments clés par âge, par genre et par catégorie qu'on aperçoit à l'écran. Exactement, c'est-à-dire qu'un salarié sur deux a plus de 50 ans quand il a une reconnaissance RQTH et quand il est en activité. Ce qui est logique, vu ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est que 85% des handicaps interviennent au cours de la vie. Peut-être quelques mots sur les catégories socio-professionnelles. On voit aussi que les cadres ne pèsent que 11% des personnes en situation de handicap. Donc il y a peut-être des pistes aussi d'action à creuser à ce niveau-là. Avec une sous-déclaration, effectivement. Exactement. Je vous propose aussi de regarder cette slide suivante qui est aussi très intéressante, c'est-à-dire qu'on voit que le taux en emploi des personnes en situation de handicap est drastiquement moins haut que les personnes actives dans l'ensemble de la population. Et aussi, on voit que le taux de chômage frappe plus fort les personnes qui sont visiblement en RQTH. Donc on voit qu'il y a des freins structurels qui sont connus, avec des stéréotypes, des méconnaissances des besoins, un aménagement qui est insuffisant et peut-être des biais à l'embauche. On va continuer sur ces freins structurels avec la slide suivante, avec des perceptions sociales du handicap. Là, on peut voir qu'un salarié sur 4, selon un baromètre de Ségos, qui a déjà été témoin d'une discrimination liée au handicap. Et 64% des RH, donc des ressources humaines, l'identifient parmi les discriminations les plus fréquentes. Le point à retenir sur cette slide, c'est que les représentations et stéréotypes sont tenaces et doivent changer. Alors on en vient, Sébastien, à la branche du courtage d'assurance et de réassurance. Comment se situe-t-elle pour l'emploi des personnes en situation de handicap ? Bien sûr. Alors, la loi, bien sûr, pour rappel, impose depuis le 11 février 2005 donc, les 6% de travailleurs handicapés à partir de 20 salariés. Dans la branche du courtage, on a 323 entreprises qui sont assujetties. Le nombre de travailleurs handicapés progresse déjà de 112 sur la période 2021 à 2023. Donc on passe de 2,7 à 2,9. C'est une évolution réelle, mais qui reste modeste, donc qui doit pousser justement à des pistes d'action. Et en comparaison, si on va sur la slide suivante, on peut voir aussi quelques branches connexes, comme la mutualité à 4,31% ou les banques à 4,02%. Aucune branche n'a encore atteint ces fameux seuils dans les branches connexes des 6%. Une partie peut s'expliquer aussi par la structure de la branche, parce que la branche est composée très majoritairement de TPE, TPE, donc peu d'entreprises atteignent ce seuil d'assujettissement. Ça n'exonère pas, mais ça éclaire. Et on peut aussi citer la moyenne nationale qui se situe autour des 4%, et qui peut aussi expliquer que toutes les pratiques au niveau national ne sont pas, on va dire, arrivées aux maturités des fameux 6% du cadre légal. Absolument. L'étude permet de mesurer les freins au maintien en emploi des salariés en situation de handicap et on va vous proposer un quiz sur le sujet qui va s'afficher à l'écran et qui normalement doit s'afficher sur vos écrans également. Alors la question qui vous est posée est la suivante. Selon vous, quels sont les principaux freins au maintien en emploi des salariés en situation de handicap? 4 réponses possibles. La méconnaissance des dispositifs et des aides existantes, des processus administratifs complexes, notamment liés à la reconnaissance RQTH, des difficultés liées à l'aménagement des postes de travail ou encore un manque de formation et de sensibilisation des managers. On va vous laisser quelques dizaines de secondes pour faire votre choix et en attendant, Sébastien, on va découvrir un peu plus en profondeur les représentations des employeurs du courtage sur le handicap. Bien sûr, avec l'enquête qui a été menée, donc elle révèle d'abord un décalage entre la
perception et la réalité. Donc 67% des répondants jugent que les fonctions commerciales et la relation client sont difficiles à concilier avec un handicap. Or, parmi ces mêmes entreprises, on a 46% qui en ont justement dans ces mêmes fonctions. Et même logique pour les typologies. Les handicaps qui sont les plus difficiles à voir sont jugés les plus difficiles à concilier. 73% par exemple des handicaps psychiques ou 59% pour les handicaps les moins visibles, handicap mental pour 73% et 59% pour les handicaps psychiques, pour être très précis. Donc la traduction de cette enquête, c'est que le frein numéro 1, ce sont les représentations, pas les situations réelles. Alors, on va découvrir les résultats du quiz qui vous était proposé. Quel est le principal frein au maintien en emploi des salariés en situation de handicap? Alors, le résultat s'affiche à l'écran. Vous avez été 37% à répondre que le principal frein, c'était la méconnaissance des dispositifs et des aides existantes. Alors, il se trouve que dans l'étude, les 250 employeurs du courtage qui ont été sondés ont eu la même question. Qu'ont-ils répondu, Sébastien ? Suspense. Eh bien, le verdict, vous aviez raison, c'est la méconnaissance des dispositifs et des aides d'existence. Je tiens à souligner que 42 des répondants déclarent d'abord n'identifier aucun frein spécifique. Souvent parce qu'ils n'ont pas été confrontés au sujet. Mais dès qu'on rentre un peu plus dans les situations concrètes, on voit que la méconnaissance des dispositifs, bien sûr, arrive en tête. Et j'aime bien ce verbatim de ce dirigeant qui dit « on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Les dispositifs existent, on ne les connaît pas et on n'a pas le temps de chercher ». On voit en fait que le sujet est avant tout opérationnel. Alors l'étude permet aussi de sonder les principaux enjeux des entreprises relatifs au handicap en fonction de leur taille, avec des éléments assez intéressants. Plus on progresse en taille, plus les enjeux finalement varient. Exactement. On peut voir que les priorités évoluent avec la taille. On va dire dans les TPE de moins de 10 salariés, moins de 20. La priorité est plutôt à l'aménagement des postes et des locaux. Donc une logique plutôt opérationnelle sur l'accueil justement de ces personnes en situation de handicap. À partir de 20 salariés, donc pour les 20 à 49, on voit une bascule nette. La communication interne inclusive commence à apparaître avec 64%. Après, on a aussi le recours à des partenaires spécialisés pour le recrutement de personnes en situation de handicap, pour justement avoir le respect de cette normativité de cette loi. Et aussi, après, dans les grandes entreprises de 250 salariés et plus, c'est la formation des managers qui arrive en tête. Merci Patricia Mondragon. Quel regard est-ce que vous portez sur les constats qui ressortent de ce diagnostic de branche ? On a fait de nombreux constats. J'en retiendrai 5. Le tout premier étant d'abord que peu d'entreprises de notre branche disposent d'une politique handicap formalisée. Les actions très régulièrement relèvent davantage d'initiatives finalement ponctuelles que de stratégies globales et suivies. Et ça, c'est embêtant. Lorsque les actions de communication existent, elles portent principalement sur la sensibilisation des dirigeants et du service, des collaborateurs du service ressources humaines. Tandis que les mesures opérationnelles, c'est-à-dire l'adaptation, Sébastien vient de le dire, l'adaptation des postes, l'accompagnement des parcours, les formations spécifiques, le maintien dans l'emploi, ça reste peu développé. Troisième constat, Sébastien l'a dit également, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti au niveau du rapport, c'est les stéréotypes. Et les stéréotypes, ils sont encore très 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 forts. On a des managers, parce que les stéréotypes, notamment, on les retrouve au niveau du management. On a des managers qui ne savent pas quoi faire d'une personne qui est en situation de handicap. Voire, ont l'impression que le handicap va être encore plus contraignant pour la gestion de l'équipe. Or, c'est pas du tout vrai. Quatrième constat, les petites structures ne savent pas comment s'y prendre. Elles ne savent pas comment elles peuvent mettre des choses en place. Elles ne savent pas vers qui se tourner alors qu'on a des interlocuteurs dédiés, par exemple la GFIP. Elles ne savent pas quel financement elles pourraient obtenir pour aménager des postes. Et enfin, cinquième constat, et je m'arrêterai là parce qu'il y en avait d'autres, mais il existe un vrai
besoin clair d'accompagnement et d'outillage de la branche. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, la branche, c'est important. Ça veut dire que la branche, il faut qu'elle s'accapare ce sujet. Oui. Et on va y venir sur les préconisations et tout à l'heure vous aurez l'occasion d'expliquer ce que vous pourriez mettre en place. Pierre-François Talley, puis Martin Legras, votre regard sur les résultats de ce diagnostic? Alors, déjà, nous, dans le COPIL, on avait voulu absolument qu'on aille au-delà de la stricte obligation légale, hein, mais également ne pas imposer aux entreprises des contraintes disproportionnées. Ça, c'est le premier regard. Également, je dirais là, je vais revenir plus sur la forme que sur le fond, puisque Patricia a quand même bien listé quand on décide, en fin de compte, d'un thème de prospective, comme le handicap, on est un peu au pied de la montagne, je dirais. Et donc, il nous faut des outils, il nous faut des personnes, il faut des repères, etc. Et c'est vrai que le Atlas nous donne beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, on peut les remercier vraiment. Le cabinet de conseil qui a été aussi, qui est très, très, très dans l'échange, l'interaction, etc. Et ça, c'est stimulant pour nous qui sommes plus ou moins administratifs. Hein. Et puis, les référents handicap qui sont intervenus au sein d'une réunion et qui ont témoigné de leur quotidien. On voit qu'ils sont complètement dévoués à la tâche. Enfin, je veux dire, ça c'est stimulant. Je veux dire, c'est sur l'aspect humain, c'est une véritable aventure humaine. Bon. En complément, Martin Legras? Ouais, alors en complément, je peux ajouter au constat de Patricia 3 constats qui sont importants également à souligner. En premier lieu, ça va être un besoin de sensibilisation qui doit être particulièrement visé sur le handicap invisible. Puisqu'il y a des stéréotypes très importants qui demeurent, alors que pourtant le handicap invisible, on l'a vu, représente quand même 80% des personnes en situation de handicap. Et ça va concerner tous les types de handicap invisible, donc que ce soit des handicaps psychiques, mentaux ou cognitifs, des stéréotypes qui sont particulièrement marqués sur certaines fonctions, notamment les fonctions de commerciaux ou de relations clients, qui sont perçues, quand on interroge les professionnels, comme très difficiles à concilier avec l'emploi, alors qu'il n'y a parfois pas forcément de contraintes objectives. D'autant que des aménagements sont possibles. En second lieu, on a remarqué aussi une sous-déclaration qui est très importante du handicap dans la branche, notamment chez les cadres et chez les hommes, ce qui démontre que ça relève souvent plutôt d'une construction sociale. Et donc, il va y avoir un besoin d'accompagnement de la branche et des entreprises, de ses salariés, notamment pour les accompagner dans la démarche de reconnaissance de leur statut de travailleur handicapé. Et puis, pour finir, on a aussi quand même un besoin de formation qui est particulièrement important, notamment des managers dans l'accompagnement des salariés en situation de handicap et dans la détection des signaux d'alerte. Merci à tous les trois. Alors après ces constats, les pistes d'action, l'étude s'est d'abord attachée à regarder ce qui se faisait dans les branches connexes et dans les entreprises connexes, Sébastien. Exactement, on a regardé la négociation collective au début de branche, donc 3 accords. Celui de la mutualité qui, dès 2016, donc, qui a mis en place une convention de partenariat avec l'AGFIP et un jour d'absence rémunérée pour les démarches de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Après, on peut passer aux sociétés financières qui, en 2024, ont fait un accès au télétravail élargi. Avec un point qui est intéressant, c'est le refus de télétravail qui doit être écrit et motivé pour les personnes en situation de handicap. Et dernière branche qui est aussi dans le périmètre d'Atlas, qui a fait un accord en juillet 2025, donc assez récemment, donc 4 jours d'absence par an pour les soins et démarches, un accès prioritaire aux formations et un abondement CPF jusqu'à 1 500 € pour les personnes en situation de handicap en cas d'inaptitude et d'impossibilité de reclassement. Je vais vous citer aussi un peu pêle-mêle certains accords d'entreprise pour une autre négociation, celle un peu plus proche, entre guillemets, du terrain. Il y a AXA qui a fait une provision annuelle de 5 000 € pour la prise en charge des transports domicile-travail, toujours pour les personnes en situation de handicap. La Caisse d'épargne qui aide au passage au permis pour les personnes qui ont des handicaps plutôt visuels. Groupama qui fait un temps partiel facilité avec une prise en charge de l'employeur des cotisations retraite calculées sur une base temps plein. Et encore la Banque Populaire qui a renforcé la politique d'achat responsable auprès des secteurs protégés et adaptés. Une précaution tout de même, ces accords viennent quand même de très grandes entreprises avec des moyens RH qui sont dédiés et qui ne peuvent pas être transposables à toutes les branches, par exemple du courtage, qui sont composées notamment à 80% de TPE.
ne s'agit pas de faire un copier-coller, et on va le voir pour les préconisations, c'est plutôt en mutualisant les bonnes pratiques qu'on va faire émerger ces préconisations. Voilà. Alors, première piste d'action, on regardait ce qui se passe ailleurs. Et puis après, il y avait des préconisations qui étaient propres à la branche du courtage. Quelles sont les principales, Sébastien Dumas? Exactement, donc 4 préconisations articulées autour de 4 enjeux structurés, outillés. On va les passer en revue. Mettre en place un accord handicap de branche, gradué selon les tailles d'entreprise. L'idée n'était pas d'en faire un cadre uniforme. Comme on l'a très bien précisé, c'est précisément l'inverse, des repères pour les TPE, PME, peut-être pour les grands groupes, un cadre structuré pour les plus grandes. Concrètement, il a été proposé 2 à 3 jours pour les démarches de reconnaissance de qualité handicapée, un abondement CPF au-delà du cadre réglementaire. Bien sûr, ce ne sont que des préconisations et le dialogue social se reste dans la branche, mais c'est ce qui a été proposé en tout cas par l'étude. La deuxième, c'est outiller, c'est développer une banque mutualisée de ressources accessibles via MyAtlas, donc directement pour les adhérents des entreprises d'Atlas et sur le site de la fédération Planète CSCA. Donc un point d'entrée unique qui va capitaliser sur toutes les ressources existantes de la GFIP et qui va les décliner, cartographie, guide de recrutement, intégration, aménagement. On répond en fait au premier frein qui a été identifié, c'est-à-dire la méconnaissance des dispositifs. Après, les 2 autres préconisations, donc acculturées et conventionnées. Donc pour la première, c'est complété par des ressources pédagogiques à travers des vidéos de sensibilisation, des témoignages, du micro-learning. En fait, l'objectif, c'est de faire évoluer les représentations, comme l'a très bien dit Martin sur les handicaps psychiques et mentaux. En particulier, voilà, pour dépasser les préjugés, on peut imaginer des formats courts et une maquette d'outils de pilotage pour les entreprises pour structurer leur suivi. Et dernièrement, donc développer une offre de services pour la branche avec conventionnement pour la GFIP, toujours cette idée de guichet facilitateur et même pour les territoires, l'idée de qualifier de besoins, orienter le maintien de l'emploi, proposer des parcours d'accompagnement adaptés. C'est un peu le chaînon manquant aujourd'hui pour les territoires et pour les entreprises, celui qui permet en fait de passer du dispositif un peu plus théorique à l'accompagnement réel. Donc voilà, 4 leviers qui répondent point par point aux freins révélés par l'enquête, structurés pour dépasser le coup par coup, outillés pour lever la méconnaissance, acculturés pour déconstruire les représentations, et enfin conventionnés pour ancrer sur les territoires. Voilà. Merci Sébastien, et on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez nous dire, partenaires sociaux de la branche, quelle suite a donné à cette étude. Et on commence par vous, Pierre-François Talley. Alors concrètement, je vois 4 suites à donner à l'étude. Premièrement, la sécurisation des parcours professionnels des personnes handicapées, des personnes en devenir aussi, avec le handicap invisible, donc la démarche RQTH qui a été mentionnée. Deuxièmement, outiller les entreprises en sensibilisation et acculturation au handicap, via un financement dédié de branche. Troisièmement, c'est piloter les données par la data, c'est-à-dire année par année. C'est également développer une offre de services de ressources à destination des TPE, PME. Faire peut-être une plateforme, enfin bon, ça c'est des suites. Et peut-être élargir également ce thème du handicap à la deuxième génération, je dirais, des accords QVCT, à diversité et inclusion, avec l'âge, sur tutorat intergénérationnel, avec tout ce qui est genré, avec les maladies propres aux femmes, et également les salariés aidants, qui seraient très importants justement dans la relation handicap. Donc voilà, peut-être aller plus loin dans un accord, je dirais, diversité et inclusion, et y inclure aussi le handicap. Merci pour ces premières pistes. En quelques mots, même chose, quelle suite, quels axes allez-vous pousser, Patricia Mondragon? Alors, déjà, il faut savoir que l'étude qu'on a réalisée, elle a été présentée à nos 2 commissions. Les 2 commissions paritaires, la CPPNI et la CPNEFP. Tous ont adhéré à la qualité du rapport et tous ont dit que les préconisations qui ont été travaillées paritairement étaient vraiment fortes et de bonnes préconisations. Déjà, c'est un très très bon point. La façon de travailler paritairement et cette volonté de faire quelque chose.
Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, un accord ambitieux mais réaliste. Plusieurs axes seront poussés en tout cas par moi. Le premier axe, c'est la garantie du temps dédié et sécurisé pour les démarches RQTH. On a vu dans le rapport que si on ne donne pas du temps supplémentaire, il n'y a pas de validation de RQTH. Les collaborateurs ne vont pas jusqu'au bout. Donc on souhaite instaurer un droit à des jours de congé ou des autorisations d'absence rémunérées pour constituer et suivre leur dossier RQTH. Et puis pour réaliser des examens médicaux ou des dossiers administratifs. Je tiens à dire que sans temps reconnu, l'accès à la RQTH reste inégal et dissuasif. Ensuite, il y a renforcer la formation. Vous venez de le dire, tous autour de cette table, c'est nécessaire, c'est important, surtout la formation des managers. Et le troisième point, troisième axe, c'est adapter concrètement les situations de travail et d'organisation. On en a également parlé, c'est l'adaptabilité des postes, c'est l'aménagement en télétravail, etc. etc. Il faut faire du maintien, ça sera ma conclusion à moi, il faut faire du maintien dans l'emploi une obligation réelle, pas une intention. Et pour cela, on a besoin de mettre en place des vrais droits, des droits concrets. Et ça, on était d'accord avec tout le groupe de travail. Merci beaucoup. Et concernant la formation, Martin Legras, ça peut être quoi les moyens, y compris budgétaires, et les leviers pour développer la formation ? Ouais, alors, plusieurs leviers peuvent déjà être activés. En premier lieu, il va y avoir un travail d'information très important qui va devoir être effectué, que ce soit par des webinaires, par des sessions d'information ou d'autres types d'actions de communication. Puisqu'on a constaté qu'il y a une méconnaissance du handicap qui est encore très importante parmi nos entreprises. D'ailleurs, déjà via l'Opco Atlas, il y a la possibilité pour nos entreprises de réaliser des formations en format e-learning sur le handicap. Et puis ensuite, il va y avoir un rôle de la branche qui va être essentiel s'agissant du financement de ces formations. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2026, la branche s'est déjà mobilisée en mobilisant sa contribution conventionnelle pour prioriser les actions de formation en lien avec la QVCT. Donc ça va concerner par exemple la prévention des risques psychosociaux, des formations sur la santé mentale, sur le premier secours, l'accompagnement des aidants, mais aussi le maintien et l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Et puis bien sûr, la branche reste mobilisée sur cette question et souhaite pour les années à venir renforcer encore ce financement afin que l'ensemble de nos entreprises puissent se saisir de ce sujet. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des liens qui vous ont été mis justement sur des formations qui sont d'ores et déjà disponibles. Merci à tous les quatre. Merci. Deuxième séquence, comment dresser des constats éclairants sur le handicap dans les branches, au-delà du courtage. Quel diagnostic en entreprise? On va accueillir pour en parler Amandine Doron, Peggy Montero et Nicolas Rivier. On est en plateau avec trois intervenants, Peggy Montero de l'AGFIP, Amandine Doron d'Alptis Assurance et Nicolas Rivier de l'Opco Atlas, la branche de l'expertise comptable et des commissaires aux comptes, qui a un diagnostic en cours qui répond en fait aux objectifs des partenaires sociaux de la branche. Et tout à fait. Et donc ce diagnostic a été lancé en septembre 2025. On est encore dans une phase d'état des lieux. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir disposer de données objectives sur la situation de la prise en compte du handicap dans cette branche, qui a la particularité d'être composée quasi exclusivement de très petites entreprises pour lesquelles la prise en compte de cette dynamique-là est assez compliquée à formaliser, organiser. Et c'est là-dessus qu'on attend d'avoir des éléments. Et aussi, à travers les échanges qui ont commencé à avoir lieu sur des dimensions plus qualitatives, d'intégrer également des éléments sur quels sont les freins aujourd'hui qu'on peut identifier et les premières pistes qui pourront être travaillées dans le cadre de ce diagnostic sur le futur plan d'action. Donc l'objectif pour la branche, c'est vraiment d'avoir un état des lieux clair et des premiers éléments de perspective sur la suite. Peggy Montero, quels sont les apports de ce type de diagnostic avec l'appui de l'AGFIP? Et puis peut-être deuxième question dans la foulée, plus globalement, comment l'AGFIP peut appuyer les branches en dehors du diagnostic? Oui, justement par rapport
à ce diagnostic dont on faisait état, la branche donc, a un taux d'emploi de 2,9%, à aujourd'hui encore inférieur au taux légal, et c'est surtout pour nous un vrai potentiel de progression. On a quelques freins qui sont connus, comme le manque de temps, la complexité administrative, une faible culture handicap aussi au sein de ces entreprises, et des tensions de recrutement avec des métiers qui vont évoluer avec l'arrivée notamment de l'IA. Et notre rôle avec la branche, eh bien, ça va être de transformer ce constat en actions concrètes. Donc sensibiliser les dirigeants, outiller les cabinets, former les managers et surtout créer des passerelles vers l'emploi. C'est tout l'intérêt d'une approche sectorielle, agir collectivement pour rendre l'inclusion plus simple, plus efficace et surtout pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est ça. Alors souvent, le diagnostic, il est quand même intéressant pour poser les choses, mais il y a d'autres moyens de se lancer et d'accélérer sur ces enjeux. Tout à fait. L'idée, c'est de co-construire un plan d'action qui soit structuré, adapté aux réalités des filières. Il n'y a pas de réponse générique, mais des leviers opérationnels qui tiennent compte des métiers, des contraintes, des besoins en compétences, des enjeux de recrutement. Il y a également aussi la mobilisation des ressources expertes, comme sur l'ingénierie en formation, la professionnalisation des acteurs, les outils de sensibilisation, les mises en relation aussi avec les partenaires territoriaux. Et l'AGEFIP, eh bien, elle va apporter à la branche cette capacité à structurer une politique handicap qui soit cohérente, lisible et puis surtout dans la durée. Et enfin, l'AGEFIP soutient la mise en œuvre concrète parce qu'on ne se limite pas à rendre un diagnostic ou un rapport, mais on accompagne la montée en compétences, l'expérimentation, l'évaluation, et on contribue à diffuser les bonnes pratiques auprès des entreprises du secteur. Nous avons une conviction forte à l'AGEFIP, c'est que l'inclusion ne consiste pas à adapter uniquement l'environnement, enfin la personne, mais à transformer l'ensemble de l'écosystème. Et on va voir qu'on peut avancer rapidement, tant dans la branche que dans les entreprises. Il y a un exemple parfait, c'est Altis Assurance, Amandine Doron. La politique handicap est plutôt récente, a été lancée en 2020, mise en œuvre perturbée par le Covid. Vous êtes désignée référente handicap en 2022 avec un temps dédié pour cette mission. Ça vous permet de structurer la démarche. On va voir comment progressivement vous êtes monté en puissance avec tout d'abord, premier type d'action, des actions de sensibilisation. En effet, on a mis en place des ateliers en présentiel et également des webinaires donc en distanciel. L'objectif, c'est de sensibiliser nos collaborateurs. Donc, on a fait sur le temps entre midi et 2 pour pouvoir laisser l'opportunité à nos collaborateurs de s'y rendre, et également à 14h sur le temps de travail. Un des premiers webinaires qu'on a mis en place, il y avait seulement 5 inscrits. Donc j'ai échangé à ce moment-là avec la directrice générale, Marie Soyer. Donc elle a dit qu'elle allait participer. Et suite à son annonce, on a eu 50 collaborateurs inscrits. Donc on voit bien que la direction doit porter la démarche handicap pour qu'elle soit pleinement suivie. Avec la volonté de mettre en place des formats aussi ludiques finalement pour attirer, pour pas que ça soit roboratif. Exactement. On sait que le handicap, c'est pas forcément un sujet qui intéresse les collaborateurs, donc il faut le rendre ludique. Et on a fait un quiz sur les célébrités, et c'est vrai que ça a bien fonctionné chez nous. On a eu 86 collaborateurs sur le quiz, et l'objectif c'était de découvrir la pathologie, le handicap de la célébrité, en parlant ensuite, bien sûr, sur la pathologie. Oui, vous avez également fait une fiche récapitulative pour expliquer le rôle du référent handicap, un document sur 10 engagements handicap d'Altis, et puis vous avez aussi formé vos managers. De quelle manière ? Oui, en effet, nos managers sont formés donc, sur manager manager un collaborateur en situation de handicap sur une journée en présentiel. On sait que ce n'est pas suffisant, qu'il faut des piqûres de rappel, donc faire des événements réguliers tout au long de l'année. Et également, donc nous, en termes de mesures, c'est vrai que chez Aptis, on accorde jusqu'à une journée par rapport, du coup, tout simplement à nos collaborateurs qui souhaitent faire la démarche RQTH, et aussi pour les renouvellements. Et en 2025, on a donc aussi accordé à nos collaborateurs en situation de handicap l'opportunité de pouvoir suivre leur examen de suivi annuel, donc pour pouvoir du coup avoir cette liberté-là.
Et finalement, toutes ces actions-là ont d'ores et déjà et assez rapidement eu un impact positif sur le taux d'emploi des personnes en situation de handicap chez vous. En effet, en 2024, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap était de 3,7%. On avait comme objectif pour 2025 d'être à 4%. Finalement, on est à 6,15%. Donc, c'est une belle fierté que nous avons chez Aptis Assurance. Comment on a réussi pour atteindre ces 6%? Donc on a fait 4 recrutements, dont 3 recrutements par rapport à un cabinet de recrutement qui est spécialisé qui nous ont proposé en tout cas des candidats en situation de handicap, mais surtout c'est grâce à 9 RQTH qui ont été transmises par nos collaborateurs qui étaient déjà dans notre entreprise. Oui, et vous me racontiez en préparant cet échange que finalement un certain nombre de collaborateurs, parfois des années après, sont venus vous voir parce qu'il y avait eu toutes ces actions de sensibilisation pour faire la démarche et parler de leur handicap, ce qui est toujours un frein, il faut déverrouiller pour qu'il y ait une action qui puisse, derrière une dynamique qui puisse se créer. Vous avez également bénéficié d'un diagnostic d'entreprise financé par la GFIP d'ailleurs. La restitution aura lieu fin avril, dans quelques jours. Il y a un bilan, il y a des pistes d'action et d'ores et déjà, il y a des pistes qui se dessinent. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes ? Oui, c'est vrai que grâce à ce diagnostic, ça nous a permis de compléter tout simplement notre plan d'action pour 2026 et on souhaite mettre en place un comité de pilotage pour inclure davantage nos collaborateurs donc dans différentes directions, service achat, RSE, DSI, la gestion, le service relations clients, membres du CODIR aussi, parce que on estime aussi que celle-ci doit être portée par l'ensemble de l'entreprise, par l'ensemble des collaborateurs et pas que par la référente handicap. On sait aussi qu'on doit poursuivre par rapport à la sensibilisation auprès de l'ensemble des collaborateurs parce que on sait que c'est un travail de fond. Merci beaucoup. Pour mettre en œuvre ces pistes d'action, Nicolas Rivier, tous les acteurs finalement de l'écosystème le constatent, les synergies partenariales sont essentielles. Oui, pour nous c'est vraiment l'apprentissage qu'on a pu avoir sur ces dernières années, puisque notamment dans le cadre du partenariat avec la GFIP, ça a été vraiment très structurant pour nous pour passer un certain nombre d'étapes et passer aussi d'un fonctionnement où on était davantage sur des initiatives un peu ponctuelles à un fonctionnement beaucoup plus structuré avec une feuille de route commune et un certain nombre d'axes qu'on poursuit. L'élément important par rapport à ça, c'est que ça nous permet de travailler à la fois sur la sécurisation des parcours à travers les différents dispositifs, mais plus largement aussi sur la mobilisation des entreprises en termes d'information. Et on entend bien qu'il y a une certaine forme de conviction à atteindre. Et par rapport à ça, l'exemple du partenariat avec la GFIP, c'est vraiment la complémentarité entre un acteur côté GFIP qui a une expertise sur le sujet qui est vraiment essentielle et le rôle de l'OPCO dans la proximité avec les entreprises et avec les branches et la capacité à venir animer cet environnement-là pour apporter les solutions qui peuvent être proposées par nos partenaires. Et en l'occurrence, ça commence à bien se voir, puisqu'en 2025, c'est 2200 entreprises qui ont été sensibilisées, accompagnées sur la problématique justement de la prise en compte de la thématique du handicap. Et on voit que ça progresse à travers les différentes actions qui sont mises en place. Donc on a évoqué les diagnostics, mais c'est aussi toute une action d'information, de webinaire et de construction d'outils qui progressivement irriguent un petit peu notre environnement dans une approche à 360. Et l'autre élément qu'on voit important et qui est essentiel dans ce partenariat, c'est l'approche territoriale avec la capacité à associer en fonction des bassins d'emploi et des situations locales, l'intervention de l'OPCO, mais avec l'intervention aussi des équipes de nos partenaires de la GFIP et de construire au fur et à mesure sur des axes communs, des solutions qui à chaque fois sont ajustées à la réalité territoriale. Et d'ailleurs, quelques mots sur un autre exemple de partenariat, une autre illustration, c'est la mise en visibilité des bonnes pratiques des entreprises que vous menez de concert, OPCO Atlas et AGFIP. Tout à fait, parce que là-dessus, pour passer, passer à l'acte et s'engager, il y a une dimension de réassurance à avoir auprès des entreprises et comment, pour un dirigeant, pour des responsables d'entreprise, comment être rassuré sur le fait que au-delà de l'intérêt, c'est faisable, c'est d'avoir des exemples comparables. Et c'est l'enjeu des vidéos qu'on a commencé à traiter avec nos partenaires de la GFIP pour créer une banque de vidéos, d'exemples concrets, de réalisations. On n'est pas dans des intentions, on est dans des réalisations effectives, avec des témoignages de vrais
personnes qui en ont bénéficié. Et ça vient alimenter notre offre globale de mobilisation sur le sujet, qu'on avait déjà institué depuis plus de 3 ans sur l'Atlas de tous les talents, avec vraiment des temps forts dans l'année pour pouvoir capitaliser et présenter des bonnes expériences. Mais là, on est dans une démarche qui se veut plus opérationnelle et plus spécifique, avec une diffusion qui va se mettre en place. Ce sont de vraies personnes, ce n'est pas de l'IA. Et on va en avoir un exemple d'ailleurs de ces vidéos. Vous nous proposez, Atlas, de regarder une de ces vidéos avec un témoignage d'une entreprise qui témoigne et met en avant ses pratiques. Bonjour Atlas, bienvenue au cabinet d'expertise comptable Plumalis. Je suis Christalion Gabriel, la fondatrice. Suivez-moi. Plumalis est un cabinet d'expertise comptable qui reçoit depuis quasiment l'origine des collaborateurs en situation de handicap. On a fait ce choix dès le début parce que je suis moi-même touchée par le handicap. J'ai un enfant handicapé. Comme je vois les difficultés de scolarisation qu'il y a eu, très vite, j'ai anticipé qu'il y aurait des problèmes au niveau de l'emploi. La bonne surprise, ça a été effectivement de s'apercevoir quand on a accueilli des collaborateurs qu'on avait des gens qui étaient vraiment très compétents, des gens qui avaient envie de venir travailler. Et du coup, depuis 18 ans, on embauche des personnes en situation de handicap. On commence souvent avec des salariés à temps partiel, ce qui nous laisse le temps de mettre en place les aménagements, que les équipes fassent connaissance, qu'il y ait une petite symbiose qui s'inscrive. Et puis, en fonction de ce qui se passe, le temps partiel passe souvent en 3/4 de temps, puis temps plein. Aujourd'hui, notre challenge, c'est aussi de recruter des alternants en situation de handicap. Ma conviction profonde, c'est qu'un salarié handicapé est un salarié comme un autre. Simplement, on va mettre en place des aménagements pour l'aider effectivement à s'intégrer, pour l'aider à être productif. Dans ces aménagements, on peut trouver diverses choses, des horaires aménagés. On a eu un collaborateur en fauteuil, on a testé avant si le fauteuil passait partout. On a des salariés 10, on a des outils pour les aider à pallier cette difficulté. Recruter une personne en situation de handicap, c'est pas une bonne action. Je suis un chef d'entreprise comme un autre. Ce qu'on recherche, c'est des compétences, c'est du savoir-être et du savoir-vivre. Dès l'entretien d'embauche, chez Plumalis, on va parler aménagement. Dans le processus de recrutement, on va en discuter en équipe, on va voir effectivement comment on peut intégrer les aménagements. Ça a l'avantage de mettre la personne en confiance dès l'entretien d'embauche, de mettre les équipes en confiance quand elles vont recevoir la personne. Chez Plumalis, on trouve très important de prévenir les clients que nos collaborateurs sont en situation de handicap. Et entre collaborateurs, on parle beaucoup des dossiers, ce qui nous permet d'avoir un niveau d'information fluide en cas d'absence pour quelque raison qu'elle soit. Si je devais faire passer un message, ce serait de ne pas hésiter à recruter des personnes en situation de handicap. Le handicap, c'est un élément de la vie comme un autre. Ça n'empêche pas la compétence, ça n'empêche pas la joie de vivre. En parler, ça aide autant le salarié que les équipes, que le travail collectif. Merci à mes collaborateurs. Voilà pour cette première vidéo d'une série de vidéos qui sont en train d'être élaborées par Atlas. Peggy Montero, est-ce que les diagnostics handicap en entreprise sont un préalable indispensable pour mieux prendre en compte le handicap ? Oui, très souvent. Quand on parle de handicap en entreprise, on pense spontanément aux actions à lancer. Mais avant d'agir, il faut d'abord comprendre d'où l'on part. Et toutes les entreprises n'ont pas le même degré de maturité. Certaines débutent, d'autres ont déjà engagé des démarches. Et le diagnostic va permettre justement de poser un état des lieux objectif. Quelles sont les pratiques existantes, les freins rencontrés, les attentes des salariés, le rôle du management, les besoins RH. On va sortir du ressenti pour entrer dans le concret. Et pour la GFIP, le diagnostic, ce n'est jamais qu'une finalité, mais c'est vraiment un point de départ. Notre mission au titre de l'accompagnement de l'engagement inclusif des entreprises, ça consiste précisément à transformer ce constat en trajectoire de progrès. Et concrètement, nous allons co-construire ce plan d'action structuré qui soit réaliste, qui soit progressif,
en parfaite adéquation avec la taille, le secteur et les réalités de l'entreprise. Et l'idée, ce n'est pas de tout faire en même temps, mais vraiment de progresser étape par étape avec des objectifs qui sont clairs. Il y a des sujets qui reviennent souvent, la sensibilisation des équipes, le recrutement inclusif, le maintien dans l'emploi, la professionnalisation des managers, mais également la communication interne ou le recours aux achats responsables ou le pilotage RH. Notre conviction, elle est simple, hein. Une politique handicap qui est réussie, ça ne repose pas uniquement sur une action isolée, mais bien sur une démarche qui est organisée dans la durée. Merci, hein, et je le dis à nos téléspectateurs, auditeurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, vous êtes un peu plus de 200 à suivre ces échanges. Peggy Montero, l'Observatoire de l'emploi et du handicap de l'AGEFIP a publié récemment, c'était en mars 2026, hein, une étude sur le développement de l'emploi dans les métiers du numérique, étude pour laquelle vous avez sollicité l'Opco Atlas, Numéum, l'organisation professionnelle de la branche des bureaux d'études, l'une des organisations, ainsi que France Travail. Quels sont, en résumé bien sûr et en quelques mots, les principaux apports de cette étude ? Alors oui, cette étude qui s'intitule Perspectives inclusives, publiée par notre observatoire en mars dernier, porte sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique. Nous avons souhaité la construire avec certains de nos partenaires comme Atlas, Numéum ou France Travail. Et le premier enseignement que je pourrais vous partager justement, c'est de dire que sur ces sujets, eh bien, on est plus fort quand on agit ensemble. Le numérique, c'est un secteur stratégique, en forte croissance, avec des besoins importants en compétences, mais c'est aussi un secteur où les parcours sont multiples, où les compétences évoluent très rapidement et où aucun acteur ne peut répondre seul aux enjeux de recrutement et d'inclusion. Cette étude, eh bien, elle montre que lorsqu'on associe les branches professionnelles, les opérateurs de compétences, le service public de l'emploi et les entreprises, eh bien, on va créer des réponses beaucoup plus efficaces. On va repérer plus facilement les talents, on va pouvoir adapter les formations, sécuriser les parcours et surtout mettre en relation avec les entreprises. Elle met aussi en lumière des opportunités concrètes. Certains métiers du numérique peuvent être particulièrement accessibles, notamment grâce au télétravail, à la flexibilité organisationnelle dans une logique de recrutement aussi davantage centrée sur les compétences. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que l'inclusion, c'est pas l'affaire d'un seul acteur, mais c'est bien une démarche collective. Si chacun va jouer son rôle, eh bien, on va ouvrir davantage de portes sur l'emploi durable. Merci Nicolas Rivier. Quel regard vous portez sur cette étude Perspectives inclusives ? Nous, on est complètement convaincus et l'élément qu'on retient en particulier, c'est justement le fait que des dispositifs existent. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment l'articulation entre les acteurs, la capacité aussi à travailler dans le temps et de ne pas changer les conditions pour l'ensemble, que ce soit les entreprises, les acteurs de l'emploi, de la formation, les partenaires territoriaux. Il y a besoin aussi de cette continuité dans l'action, puisqu'on est sur des montages qui peuvent parfois prendre du temps. L'autre élément, c'est de voir que à travers cette publication, on met en avant aussi des réalisations qui sont inscrites aussi territorialement, avec voilà, une capacité à faire agir ensemble les acteurs et à se développer progressivement. Et on a un exemple effectivement avec la démarche numérique emploi qui associe pour le coup effectivement Numéum, France Travail et l'Opco Atlas sur ces démarches de rapprochement entre les besoins des entreprises, les profils et les demandeurs d'emploi, et de pouvoir médiatiser leur accès à ces métiers à travers des parcours individualisés, un diagnostic qui est précis et qui permet de construire la réponse ensuite. Donc par rapport à ça, c'est vrai que ça a été l'occasion de mettre en avant la force de ces actions territoriales. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages respectifs. Troisième séquence avec un focus cette fois sur les nouvelles compétences liées à la RSE dans la branche des banques commerciales. Et on va accueillir Damien Deschepper et Gwenaëlle Barthélémy pour nous en parler. Voilà, nos deux intervenants prennent place sur le plateau. Gwenaëlle Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des partenariats à l'école supérieure de la banque. L'ES Bank forme près de 25 000 apprenants chaque année en France et dans 25 pays. Vous accompagnez près de 4 500 alternants et vous comptez en interne près de 250 collaborateurs permanents.
Damien De Schepper, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Observatoire des métiers de la banque et vous êtes représentant FO dans les instances paritaires de branche. On va faire un focus avec vous, Damien, sur une étude récente de l'OMB, publiée mi-décembre 2025 et consacrée aux enjeux des nouvelles compétences RSE pour le secteur bancaire. Une étude qui porte plus spécifiquement sur la branche des banques commerciales. Il y a plusieurs branches de banques. Mais avant d'entrer dans le détail justement de cette étude, quelques mots sur ce que représente cette branche, Damien. Alors, en fait, cette branche, c'est en effet la branche des banques dites commerciales au sein de la FBF, de la Fédération bancaire française, qui regroupe les autres branches mutualistes. Notre branche AFB est stratégique dans le quotidien de toutes et tous, mais en pleine transformation. Nous sommes un secteur qualifié et engagé de longue date dans la transition RSE et aujourd'hui confronté à un changement de rythme sur ce sujet. On avait un peu un pas de sénateur il y a encore 10 ans. On est passé au pas de course après le Covid, d'où cette étude de l'Observatoire des métiers de la banque. Quelle était l'ambition des partenaires sociaux dont vous faites partie, Damien, en lançant cette étude ? En fait, on avait un cahier des charges, je vais vous le résumer en 3 points. Faire un état des lieux, donc cartographier les compétences clés en matière de RSE, apporter une vision prospective, analyser l'impact de la RSE sur l'ensemble de nos métiers et proposer des recommandations stratégiques et opérationnelles, partager en fait des leviers d'action pour renforcer l'intégration de la RSE dans les pratiques métiers. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on parle d'ambition et d'objectifs RSE. C'est devenu très opérationnel et concret pour les enjeux économiques et humains. De quelle manière cette étude a été menée ? Alors l'étude porte sur l'ensemble des segments d'activité de la banque, banque de détail, banque privée ou banque de financement et d'investissement, avec les métiers support et transverses qui s'y rattachent. Nous avons donc fait une approche avec des ateliers en groupe de ces familles de métiers, mais aussi des entretiens directs et un questionnaire en ligne pour saisir l'impact et les défis sur cette réglementation. Un grand nombre d'établissements bancaires ont contribué à cette étude, j'en profite pour les remercier, permettant de dresser un panorama digital, un panorama global des dynamiques de la RSE. Et l'étude, finalement, elle a commencé à regarder quels étaient les constats, quels étaient les risques et les opportunités en quelques mots. On va essayer de faire court. En fait, 2 constats. Certaines thématiques RSE sont encore, on va dire, un peu traitées, pas suffisamment en tout cas. Les compétences comportementales sont encore en développement. 2 risques. Le risque de relégation de la RSE face à la priorité de l'IA. Et des écarts entre engagements centraux et pratiques terrain, mais aussi et surtout des opportunités comme des nouvelles offres de financement raisonnables, je préfère à durable, et une posture de banque responsable, en fait un vrai levier de différenciation comme business partner capable de challenger le client pour trouver l'option mieux disante en termes d'impact. Alors on va entrer dans les enjeux qui ont été identifiés sur les 3 dimensions clés de l'ESG, environnement, social et gouvernance, Damien. Alors sur l'environnement, c'était surtout de proposer aux clients des offres dédiées avec des produits financiers responsables, intégrant des propositions de valeur concrètes et une posture de conseil engagé. Sur le social, on va dire agir en entreprise responsable, en favorisant le bien-être au travail, en accompagnant les parcours professionnels, en instaurant un dialogue social de qualité et en instituant une politique de diversité et d'inclusion. Sur la gouvernance, c'est préserver un haut niveau d'ambition RSE et renforcer les engagements responsables face aux dynamiques de recul observées à l'échelle internationale. Et l'étude a aussi permis de recenser 5 types de compétences, en fait des macro-compétences liées à la RSE. Et je vous propose peut-être à la fois d'identifier ces 5 et puis de nous prendre un exemple à chaque fois pour que ce soit parlant. Parlant et puis peut-être un peu plus court, sinon on est là pour longtemps. Je vais prendre donc en fait quelques lignes. Donc celle
liées en fait au cadre réglementaire, comme l'égalité homme-femme. Même si on en parle depuis longtemps, on a enfin réduit significativement les écarts, même s'il en reste encore quelques-uns. Les compétences liées à l'engagement collectif, avec en exemple le dividende sociétal dans certaines banques ou dans certaines compagnies d'assurance. Les compétences liées au conseil client par en fait des produits dédiés qu'il faut s'approprier, hein, comme les livrets d'épargne, avec le partage d'au moins 50% des intérêts vers une association choisie, ou des prêts bonifiés pour la transition écologique, ou encore le compte personnel gratuit et discret en cas de violence conjugale. Les compétences liées aux dimensions techniques, et là on arrive sur évidemment, je vais prendre le plus simple, le bilan carbone, avec une sensibilisation de nos clients de la banque, mais les banques elles-mêmes ont aussi une empreinte carbone émise par l'activité directement ou indirectement. Et enfin, les compétences liées aux dimensions stratégiques, comme celle RSE, qui est intégrée maintenant pleinement dans les plans stratégiques des banques. Alors, comment les métiers sont-ils impactés par ces nouvelles compétences? C'est précisément ce que l'étude s'est attachée à mesurer. C'est ça. Alors, si l'impact de la RSE sur les métiers de la banque est général, on a pris, nous, 21 métiers dans les 3 domaines clients, support et transverse. Dans cette étude. Certains métiers sont déjà dans le cœur du réacteur, hein, comme les métiers de la relation client, quand d'autres sont encore en observation avec une exposition indirecte ou limitée, hein, les métiers transverses de la sécurité de la donnée, par exemple. Et évidemment, une majorité semble se situer entre ces deux échelons, avec plus ou moins de dimensions de leur activité en évolution, des profils que l'on pourrait dire hybrides en fait, et on peut citer la grande famille RH dans les métiers support stratégique afin d'accompagner l'évolution des autres activités et des méthodes également. Et là, vous nous avez proposé effectivement en niveau 3, hein, donc ce sont les métiers qui sont les plus impactés, quelques exemples qui ont entreprise sur les métiers du client, et vous l'apercevez à l'écran sur les métiers support et les métiers transverses, les métiers les plus impactés. Dernier constat, Damien De Schepper, l'étude examine comment les formations aujourd'hui prennent en compte ou pas les enjeux liés à la RSE. Je crois que Gwenaëlle en parlera mieux que moi, mais en tout cas pour l'étude, on peut dire que c'est encore très théorique et essentiellement en e-learning. Il faut donc, pour l'étude, intégrer cela dans les parcours existants et non en module additionnel, en fait, et renforcer les dispositifs hybrides et interactifs, voire peut-être l'usage de l'outil, hein, j'insiste bien sur l'outil IA, pour personnaliser l'apprentissage et faciliter l'accès à la réglementation. Gwenaëlle Barthélémy, en tant qu'organisme de formation, comment percevez-vous les enjeux RSE pour le secteur bancaire ? Alors, Damien l'a dit, les enjeux RSE sont structurants pour le secteur de la banque, mais aussi de l'assurance. Et à l'École supérieure de la banque, eh bien, on a effectivement un rôle particulier en tant qu'organisme de formation, car nous formons les professionnels qui vont porter ces sujets dans le secteur. Aujourd'hui, j'ajouterais aussi que pour nos apprenants, ils veulent travailler sur des sujets qui ont de sens et la RSE est un véritable levier d'attractivité. Et pour nos entreprises aussi clients, les clauses RSE pèsent de plus en plus lourd, notamment dans des sujets d'appel d'offres. Et donc, on nous demande aujourd'hui de prouver non seulement notre propre engagement en tant qu'organisme de formation, mais aussi de former sur ces sujets. Et puis, vous êtes aussi concerné en tant qu'entreprise, bien sûr. Et d'ailleurs, vous êtes lancé dans une démarche EcoVadis. Ça implique quoi ? Oui, tout à fait. Alors, l'ES Bank, finalement, n'avait pas de politique RSE formalisée et EcoVadis nous a conduit justement à intégrer ce cadre global et stratégique pour nos actions futures. Alors, ça a été un gros travail porté par la directrice du marketing et ses équipes. Et ça implique des actions, des faits précis et un engagement pour porter cette politique RSE. Alors, on est très content parce que pour un premier dossier, on a aujourd'hui obtenu le badge de bronze et c'est un très beau résultat pour l'école. Merci Damien De Schepper. On en vient aux préconisations de l'étude pour mieux intégrer les enjeux de la RSE. Quelles sont les principales pistes d'action ?
En fait, sur 8 recommandations organisées en 3 axes, stratégie, pilotage, management et culture, métier et compétences. Je vais en prendre une principale dans chaque, ça va être beaucoup plus simple. En premier, c'est poursuivre et adapter la formation, ajuster l'acculturation à l'ensemble pour ne perdre personne en chemin, ce serait mieux. Garantir une appropriation homogène des enjeux RSE avec des formations et accompagnement pratique, car l'humain a la faculté d'être beaucoup plus que simplement binaire. En second, c'est incarner la transformation RSE, donner l'exemple par les dirigeants et les managers en faisant de la RSE un pilier de la culture de l'image de marque et valoriser les contributions pour donner envie à d'autres de s'engager. Et puis, sur les métiers et les compétences, il y a 4 recommandations. Là aussi, peut-être un exemple, une illustration, Damien. Oui, pour la dernière, la posture de banquier conseil responsable, c'est accompagner en proactivité des clients sur ces sujets, car ils peuvent vite être hors jeu lors d'appels d'offres, comme le disait Gwenaëlle. Par exemple, si le nécessaire n'a pas été fait pour être en capacité de répondre adéquatement avec des conséquences économiques directes qui vont se payer cash, pouvant amener ses clients d'une simple restructuration jusqu'à un redressement judiciaire, voire même une liquidation, peut-être s'ils se sont pas mis à jour de la RSE. Et puis, toutes ces pistes d'action ont fait l'objet d'échanges entre partenaires sociaux, avec le prestataire, avec Atlas. Vous avez dégagé un certain nombre d'enseignements principaux dont vous souhaitez nous faire part. Oui, en fait, derrière ces enjeux RSE incontournables, il y a une réalité très concrète pour les banques et leurs effectifs, la capacité à accompagner les ménages dans leurs projets de vie, les entreprises dans leur développement et à soutenir les grandes transitions qui s'imposent à nous. C'est bien là la raison d'être de nos réseaux bancaires de proximité. Cette étude, disponible dans son intégralité sur le site de l'Observatoire des métiers de la banque, pour ceux qui voudront aller le consulter. Le lien a été mis dans le fil de discussion. Impeccable. Contribue à porter une vision, celle d'une finance utile, responsable et pleinement engagée au service de l'économie réelle, dans un élan de tous les intervenants de l'industrie bancaire, avec évidemment les clients, mais aussi les prestataires partenaires. Merci Gwenaëlle Barthélémy. Vous dispensez des formations initiales sur des certifications ministérielles. Vous êtes vous-même certificateur. Vous répondez à des demandes d'établissements bancaires sur de la formation continue. De quelle manière, si vous deviez prendre un ou deux exemples, pouvez-vous colorer, davantage intégrer les enjeux de RSE dans vos parcours ? Oui, alors l'école a un réseau formidable de partenariats, vous venez de le dire. Et donc, je vais prendre peut-être un exemple sur les nouveaux entrants et donc sur la partie alternance. Donc, en fait, un exemple concret, en licence assurance banque finance, nos étudiants travaillent sur des projets collectifs autour, par exemple, de la transition écologique. Et à Nancy, avec l'université de Nancy, il y a eu une fresque du climat qui a été faite. Sur nos masters aussi, nous intégrons depuis désormais plusieurs années des cours sur la finance durable, l'éthique, la RSE, sur l'économie sociale et solidaire aussi. Un autre exemple, à la rentrée, il va y avoir une nouvelle offre de formation sur un master finance durable. Et donc, je pourrais vous en donner autant. Vraiment, cette démarche-là, elle est intégrée dans nos parcours, à tel point que dans nos présentations et journées d'accueil, on sensibilise déjà les apprenants et donc collaborateurs de banque à ces questions du RSE. Ouais, merci beaucoup pour ces exemples et ces illustrations concrètes. Merci Damien De Schepper. Quatrième séquence, on va encore élargir la focale avec d'autres dimensions RSE que celles que l'on a déjà évoquées, avec de nouveaux enjeux qui commencent à monter en puissance. Et on va accueillir pour cette séquence Marie Larsonneau de l'Association française des managers de la diversité et Nicolas Rivier et Sébastien Dumas d'Atlas qui sont déjà intervenus. Merci à tous les deux. Merci. Alors, nos intervenants prennent place sur le plateau. Marie Larsonneau, bonjour. Bonjour.
Vous êtes responsable du rayonnement et des relations externes de l'AFMD, donc je le disais, l'Association française des managers de la diversité, créée en 2007 et qui réunit, c'est ce que dit votre site internet, près de 200 organisations, entreprises, institutions, collectivités, associations, grandes écoles et universités. Sébastien Dumas, Nicolas Rivier, on ne vous présente plus, vous êtes déjà intervenu tout à l'heure. On va démarrer avec vous, Sébastien Dumas. On a vu des exemples dans le courtage, dans l'expertise comptable, dans les banques commerciales, d'études liées à la RSE sur le périmètre de l'Opco Atlas. Quelles sont les autres études qui se rapportaient à ces enjeux ? Bien sûr, déjà on pourrait avoir un premier constat chiffré. On peut le voir déjà depuis 2024, on a eu en 2025 38% des études prospectives conduites par Atlas qui ont intégré la thématique RSE, donc 7 points de plus de 2024 à 2025 pour les thématiques RSE. Si on prend du côté sur la certification, on a 46% d'entre elles qui intègrent désormais les transitions numériques et écologiques. Donc on a 30 points de plus en un an. Donc il y a une croissance des thématiques RSE dans tout le périmètre d'Atlas, autant pour l'observation que pour la certification. Si on enchaîne aussi que les branches, en fait, elles se sont structurées en fait, depuis plusieurs années. La RSE n'est pas apparue en 2026. On peut citer déjà l'étude qui a été faite par les sociétés d'assurance et d'assistance sur le télétravail et sur les salariés seniors ou salariés expérimentés, comme on pourrait les appeler maintenant. En 2023, une étude aussi senior sur la banque et un EDEC climat qui a été lancé et qui continue toujours pour la branche des bureaux d'études. Un EDEC, c'est une étude avec des actions clés à la suite qui est faite entre les services de l'État, la DGEFP, l'Opco Atlas et les partenaires sociaux des bureaux d'études, pour être clair et vulgarisé. Une dernière étude qui va être bientôt finalisée et qui résonne avec l'actualité, c'est l'étude de l'OPIEC, donc de l'Observatoire des bureaux d'études sur les enjeux énergétiques, donc qui va se finaliser et qui prévoit plusieurs scénarios, un peu comme RTE peut le faire, pour anticiper des évolutions énergétiques sur les métiers et les compétences des secteurs concernés. Donc c'est une étude qui va sortir début juin, donc je vous conseille d'être à l'affût sur le site Prospective Atlas et sur le portail. Et enfin, une étude qui va se lancer sur les enjeux démographiques, qui est un chantier majeur d'Atlas, qui commence de la CPT prospective, donc la commission sur tout le périmètre d'Atlas qui gère les travaux d'observation. Comme il y a eu le contexte en 2025 avec notamment un accord national interprofessionnel qui a été signé sur les salariés expérimentés, la CPT s'est dit qu'il fallait objectiver en éclairant les transformations démographiques qui sont déjà à l'œuvre au sein de la société française, un renouvellement des générations, un allongement des carrières avec des effets très concrets. Donc c'est un sujet clé pour la diversité et l'inclusion de ces publics sensibles. Merci Sébastien. Et des études, la FND en a également, avec notamment en 2025 un premier panorama de l'inclusion avec l'Observatoire de l'inclusion. Alors autant le dire, l'étude elle fourmille d'éléments particulièrement intéressants. Exercice compliqué, Marie Larsonneau, d'en retenir quelques enseignements clés et peut-être de mettre l'accent sur des stéréotypes qui aujourd'hui restent persistants. Oui, alors effectivement, nous, on a travaillé, ça fait longtemps que la FMD travaille sur les questions d'inclusion, de diversité, de management au sein des organisations, et donc on s'intéresse particulièrement aux pratiques managériales, et c'est vrai qu'avec cet observatoire qui a été co-construit avec nos adhérents, mais aussi avec 2 cabinets des partenaires Alternego et Just Different, on a cherché à s'intéresser à l'inclusion sur 2 aspects, à savoir à la fois les actions déclarées par les organisations qui ont une politique volontariste en termes de diversité et d'inclusion. Donc les actions d'un côté, mais aussi mesurer leur efficacité avec le ressenti, la perception d'inclusion des collaborateurs, des collaboratrices. Je vais parler plus largement d'organisation parce qu'en réalité, ça ne concerne pas que les entreprises privées et pas que les grands groupes. Parmi les chiffres de 2025, donc 10 organisations s'étaient mesurées. Sur ces 10, une administration publique et une ETI de moins de 1000 salariés. Ce qui est intéressant, les chiffres, donc c'est 23 000 réponses que l'on a obtenues de la part des collaborateurs, des collaboratrices.
collaboratrices. Il y a 5 points que j'aimerais souligner. Le premier, et ça ne vous choquera pas, c'est que toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire que le degré de maturité en matière d'inclusion au travail va varier d'une structure à l'autre, et cela, on l'observe aussi bien sur les actions qui sont mises en place. Vous l'avez rappelé tout au long de l'émission ce matin, les accords, les programmes de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, ça va varier là aussi d'une structure à l'autre. Le ressenti de la perception d'inclusion des collaborateurs, des collaboratrices, là aussi varie beaucoup. Donc il y a des écarts, il n'y a pas une norme. Toutes les organisations qui travaillent sur ces sujets-là ne sont pas au même niveau. Deuxième point, c'est qu'on observe quand même une corrélation entre les organisations qui disent mettre en place des choses et la perception d'inclusion des collaborateurs. Donc il y a vraiment... c'est pas quelque chose en soi d'inné que d'avoir une entreprise inclusive. Il faut aussi pouvoir le dire, le faire savoir, l'amener, accompagner à la transformation des pratiques en interne. Troisième point, le management, qui reste en fait le parent pauvre des actions qui sont menées dans les organisations. Pour vous donner une idée, toutes les actions qui vont concerner la gouvernance, qui vont concerner le pilotage, on va dire stratégique, des process RH, mais pas que, tout ce qui va être attrait à la communication, c'est le gros des actions qui sont menées dans les organisations aujourd'hui en France. En revanche, donc, le management, un petit peu ce nerf de la guerre, s'intéresser donc aux pratiques managériales qui sont à la fois les garants d'une posture, mais qui doivent le traduire concrètement au quotidien, faire remonter aussi les situations qui peuvent être, tu as parlé de sensibles, cas sensibles, mais moi je vais parler de sexisme, de racisme, de LGBT-phobie au travail, de grossophobie. La liste est longue, là. Il y a 26 critères de discrimination reconnus dans la loi en France. Et donc le management, ça reste malheureusement la partie la moins explorée. Quatrième point, et le dernier pour un peu situer ce panorama de l'inclusion en France, c'est que la perception d'inclusion va varier en fonction du statut hiérarchique des individus. Et typiquement, les managers ont un sentiment, et c'est peut-être là aussi qu'il y a un biais, un sentiment plus positif d'inclusion que les non-managers, donc les salariés au sein de ces équipes. Donc oui, les stéréotypes sont une des manières d'adresser cette question des discriminations. Il faut continuer à les contrecarrer, il faut prendre conscience de nos biais, conscients et inconscients, qui, en tant qu'individus, vont nous amener à finalement traiter de manière différente des publics en fonction de leur genre, de leur âge, de leur couleur de peau, de leur situation de handicap, de santé, etc. Merci Marie Larsonneau. Nicolas Rivier, en matière de RSE, les thèmes d'égalité professionnelle et de handicap sont souvent des thèmes qui ont été majoritairement pris en charge par les acteurs. L'Opco Atlas, le conseil d'administration, les partenaires sociaux ont décidé d'adresser de nouveaux thèmes, notamment la QVCT, la santé mentale ou encore la diversité, qui désormais font l'objet d'un accompagnement et d'un outillage par l'Opco. Oui, tout à fait. Et je rebondis par rapport à ce qui vient d'être évoqué sur le fait que notre dernier atlas de tous les talents, c'était le management inclusif, et on était vraiment dans cette préoccupation-là de comment on arrive à regrouper les préoccupations. Nous, ça nous a amené cette année à faire évoluer notre offre de service, puisqu'on a mis en place des thématiques, et là, on a fait évoluer, on avait diversité et inclusion, et on fait inclusion et qualité de vie au travail. On rejoint les thèmes, notamment parce que pour nous, il y a des enjeux qui sont assez proches, et on va travailler par rapport à ça sur des approches de sensibilisation. On a déjà des services de micro-learning qui sont justement à destination de toucher les salariés directement pour leur permettre d'être sensibilisés sur un certain nombre de thématiques. Si je prends celui qui est relatif à la branche des bureaux d'études qui s'appelle Savoir d'avenir, parmi les 10 000 utilisateurs, les 2 badges sur 3 qui reviennent dans deux des 3 premiers badges les plus utilisés, c'est la gestion du stress et les RPS, juste après le prompt IA. Donc on voit que dans les préoccupations, cette dimension de qualité de vie au travail, elle est quand même bien présente et elle touche le public. On a décidé de l'intégrer dans notre plateforme à destination des entreprises de moins de 50 salariés qui s'appelle Micro-Learning Atlas et qui permet à ces entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de développer ces outils de sensibilisation, d'avoir des outils, des petits modules courts, 1 heure, on va dire, par thématique, en 3 modules en général, sur la diversité et l'inclusion, là pour pouvoir massifier, la prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes, et la prévention des risques psychosociaux. Et donc, par travers ça, on leur donne la possibilité de toucher plus largement et puis d'engager ce qui peut-être ils n'avaient pas les mêmes moyens que d'entreprises peut-être plus importantes comme c'était évoqué précédemment. Oui, c'est ça, des modules finalement à disposition, modules qui peuvent être prolongés
par des parcours de formation un peu plus longs et donc des approfondissements envisageables. Oui, alors c'est vraiment la logique de progressivité à travers l'offre qu'on peut avoir dans Campus Atlas, qui propose des modules clés en main pour nos entreprises. Et notamment, on avait le management intergénérationnel, le management des personnes en situation de handicap, donc ces problématiques vraiment qui sont sensibles. On y a intégré des nouveaux parcours, par exemple sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et là, on a des modules à chaque fois d'une journée qui permettent vraiment d'approfondir un petit peu les choses. Et plus largement, il y a des valorisations financières pour participer, avec des modules qui sont en libre accès du côté des bureaux d'études. Et puis, plus largement, on peut avoir des branches qui ont, sur la QVCT, une priorité. Par exemple, on a évoqué les courtiers tout à l'heure, on a les agents généraux qui soutiennent cette thématique et qui proposent des budgets supplémentaires pour la formation des salariés de leurs entreprises. Et puis une information qui peut intéresser nos auditeurs, téléspectateurs, notamment les organismes de formation. Vous êtes en train de plancher sur des appels d'offres sur de nouveaux enjeux. Lesquels ? Alors, on a lancé tout récemment un appel d'offres sur la santé mentale, donc pour mettre en place des parcours de premiers secours en santé mentale, adaptés pour le public salarié et aussi pour un public plus jeune, parce qu'on a la cible de nos alternants chez qui c'est aussi un sujet, comme tous les salariés. On est en train de travailler aussi sur des perspectives d'appel d'offres, plutôt sur la partie de gestion de conflits ou d'organisation hybride du travail et de management de la diversité et de l'inclusion. Voilà, là on est encore sur la réflexion, mais on a des orientations pour aller sur ces sujets qui correspondent aux intérêts de nos entreprises. Parallèlement, Marie Larsonneau, vous aussi, vous proposez pas mal de ressources, des outils, notamment beaucoup autour des sujets de culture d'entreprise, de management et d'innovation. Quelques appuis, outils, ressources à nous partager. Oui, alors on l'a dit, la formation, ça reste un des gros leviers. Pour autant, s'acculturer soi-même, monter en compétences, sachant que la plupart des organisations aujourd'hui en France ne comptent pas une personne à la RH ou à la RSE qui a la casquette diversité-inclusion. En général, ce sont plutôt, et on a une super enquête qui va sortir là le 2 juin, je fais mon petit teasing, mais parce qu'on vient un peu passer au crible finalement le profil des personnes qui portent ces sujets-là dans les organisations, et on se rend compte que c'est des personnes qui ont gravi les échelons et qui portent ce rôle-là en interne, mais qui n'ont pas été forcément formés. Donc la FMD a été créée il y a maintenant de ça 20 ans, avec cette vocation-là de réunir ces professionnels en charge de porter les questions de prévention des discriminations, de management de la diversité et des politiques d'inclusion en interne. Et notre rôle, ça va être de les accompagner sur cette montée en connaissances, en compétences, en s'appuyant à la fois sur le cadre légal qui existe, mais aussi des données scientifiques, puisque nous, on travaille demain avec des chercheurs et des chercheuses de différents domaines et disciplines sur ces questions-là, et effectivement de pouvoir s'appuyer tout simplement aussi des pratiques qui s'opèrent déjà dans certaines organisations, et ce depuis longtemps. Et quelques exemples d'outils que je vous ai amenés et que je voulais vous partager ce matin. On a parlé à l'instant de management inclusif, donc effectivement un super ouvrage qui est à destination des responsables RH, c'est-à-dire comprendre ce qu'est le management d'une part, le management inclusif, et comprendre, décortiquer des notions par exemple autour de c'est quoi être courageux, c'est quoi le courage managérial quand on est face à des situations. Je préfère parler de situations complexes que sensibles, parce qu'en réalité, la sensibilité, c'est très très large, mais c'est de se dire que quand on est un peu démuni, dépourvu dans certaines situations complexes à gérer, de pouvoir s'orienter vers les bonnes ressources. Donc management inclusif, décliner aussi en outils pour les managers, sans les oublier, parce que faire pour eux mais pas avec eux, ça reste compliqué. Donc avec des cahiers d'exercices, oui. Et ça c'est accessible d'ailleurs sur votre site, mise à disposition gratuitement. En fait, on a une fonction d'intérêt général à la FMD, donc sur afmd.fr, vous allez dans notre DocuTech et là vous avez à peu près des ressources sur les 26 critères de discrimination. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que nous on va s'intéresser à l'intersectionnalité entre ces critères. C'est-à-dire qu'il y a depuis une vingtaine, quinzaine d'années maintenant la volonté de travailler par public cible. On va s'intéresser à l'égalité femmes-hommes, donc aux femmes. On va prévenir les situations de handicap ou accompagner l'inclusion des personnes en situation de handicap en ciblant comme ça et en silotant peut-être un petit peu les critères de discrimination. Sauf que, vous l'avez vu, entre 2006 où on avait à peine 10 critères reconnus dans la loi, il y en a 26 aujourd'hui en 2026. C'est 3 fois plus que dans beaucoup de pays européens. Et donc, pour
comprendre cette dynamique-là, il faut aussi s'intéresser à la combinaison de ces critères et donc à l'intersectionnalité entre les critères. Merci pour ces ressources très pratico-pratiques. Nicolas Rivier, on a évoqué tout à l'heure l'enjeu des salariés expérimentés. Sébastien Dumas parlait d'une étude qui va être lancée sur les enjeux démographiques, la transition démographique, le vieillissement de la population active. De quelle manière l'OPCO Atlas appréhende ces enjeux-là aujourd'hui et met à la disposition des entreprises et des branches un certain nombre d'outils pour appréhender ces enjeux? Alors c'est vrai que sur les salariés expérimentés, c'est quelque chose qu'on a lancé au deuxième semestre de 2025 en l'intégrant là aussi dans une volonté de mise en visibilité d'une thématique avec l'ensemble des outils accessibles sur notre offre, sur notre site internet. On le perçoit à travers effectivement des éléments de sensibilisation sur le discours. Alors, on a noué un partenariat avec Senior Force Plus qu'on vient de formaliser, alors qu'on travaille déjà ensemble, mais qu'on est formalisé dans le cadre d'une convention, justement sur un certain nombre d'ateliers de sensibilisation, y compris de nos équipes en interne, parce que pour bien conseiller les entreprises, encore faut-il que nos équipes soient là aussi un petit peu au point, et sur la mise à disposition d'un certain nombre d'outils, dont le Senior Score. À côté de ça, on a des éléments de formation, donc je ne reviens pas sur toute la formation campus, mais le management intergénérationnel en fait partie. Et progressivement, on l'intègre dans la réflexion sur nos dispositifs de financement, à travers la possibilité, là aussi, d'aller plus loin pour ces publics. Par exemple, on avait lancé une expérimentation en 2025 sur un reste à charge zéro pour le recrutement en contrat de professionnalisation de salariés expérimentés, en tout cas de 50 ans et plus. On le poursuit en 2026 et on attend d'avoir par rapport à ça une remontée sur les recrutements. On a aussi une volonté à travers des nouveaux dispositifs qui apparaissent et qui permettent de solvabiliser les besoins de formation de ces salariés expérimentés qui parfois ont moins accès à la formation que d'autres profils. Et donc là-dessus, sur les périodes de reconversion qui viennent de se mettre en place et sur lesquelles aujourd'hui, d'ailleurs, ce vendredi, c'est le premier jour où on peut déposer ses demandes de financement. Donc, c'est l'occasion de le dire. Et en tout cas, notre conseil d'administration a valorisé financièrement la prise en charge pour les salariés expérimentés et pour les personnes en situation de handicap, sachant que pour faire le lien avec ce qui était évoqué, effectivement, quand on commence à parler salariés expérimentés, on arrive beaucoup plus rapidement à la question du handicap aussi. Et donc, on ne peut pas les traiter tout à fait distinctement. On a vraiment cette continuité. Voilà. Et donc, c'est le travail que nous, on doit aussi mener avec nos entreprises sur cette dimension intersectionnelle par rapport aux problématiques d'inclusion. Et d'ailleurs, l'équipe prospective d'Atlas, a posté il y a quelques minutes, avait anticipé effectivement un lien sur la nouvelle période de reconversion avec le forfait majoré pour les 50 ans et plus. On va terminer cette séquence avec vous, Marie Larsonneau, avec un exercice prospectif, là aussi. En fait, sur les enjeux de diversité et d'inclusion, vous êtes projeté à l'horizon 2035 en essayant de voir quelles seraient les grandes tendances en matière de diversité et d'inclusion. Là encore, il y a plusieurs études, plusieurs scénarios qui ressortent. Si on devait en retenir 3-4 principaux, quelles sont les tendances que vous percevez, que vous pressentez ? C'est vrai que tout l'intérêt de travailler aussi avec la FMD, c'est de se projeter, d'avoir une fonction d'anticipation, de se dire finalement qu'est-ce qui va impacter le monde du travail demain et va avoir directement donc des conséquences sur la manière dont on fait, la manière dont on travaille. Et donc on a mené une étude. Ça fait longtemps qu'on cherche donc à faire de la prospective à la FMD, et donc là il y a tout un travail de 2 ans qui vient de sortir avec une analyse prospective qui nous invite à réfléchir aux enjeux et aux fonctions, ce qu'on appelle 2DI, donc d'égalité, équité, diversité, inclusion au travail à l'horizon 2035. Ce qu'on cherchait à voir en travaillant sur ces sujets, c'était est-ce que le climat actuel 2025, qui est finalement assez chahuté, et je ne veux pas revenir dessus, mais vraiment une politisation autour de ces sujets, une forme de polarisation des discours qui nous émanent notamment des États-Unis et qui va avoir un impact en Europe avec déjà des revers de bâton, de la diversity fatigue, de l'épuisement professionnel de beaucoup des personnes qui portent ces sujets-là. Et parmi, alors c'est simple, il y a 4 scénarios qui ressortent, donc je ne vais pas revenir sur ces 4, je vais les nommer simplement, vous pouvez les retrouver dans cette étude.
Il y a un scénario qui amène à la fragmentation, un autre au renouveau, un troisième au backlash, donc au revers de bâton, et le quatrième qui serait post-égalité, diversité, inclusion. Et je pense que là, celui qui, à mon avis, vous parlera peut-être le plus, je ne sais pas si c'est pas des prédictions, on ne lit pas l'avenir, néanmoins c'est des scénarios qui nous invitent à nous projeter et à réfléchir finalement aux choix que l'on va faire aujourd'hui pour préparer le monde de demain, et notamment préparer les compétences, les métiers et les professionnels de demain. Et le scénario sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est celui fragmentation. En fait, lors de notre Assemblée générale, il y a de ça 2 semaines, 63% des personnes qui étaient présentes, et on était plus de 300 dans la salle, se sont projetées sur ce scénario-là. Il était a priori le plus probable d'advenir. Et pourquoi ? Parce que c'est celui qui fragmente la société en 3 catégories, avec d'un côté les employeurs qui vont être, je dirais, proactifs, alors pas militants, mais d'une certaine mesure, qui vont continuer de défendre les questions de justice sociale qui se cachent derrière la lutte contre les discriminations, et donc qui vont de manière proactive travailler ce sujet-là. De l'autre côté, à l'extrême, celles qui vont presque être en posture de rejet, et donc vont s'opposer frontalement à ces questions-là, en disant non, ça ne regarde pas mon business, moi je ne veux pas travailler là, je ne suis pas, je fais pas la justice sociale. Et au milieu ? Celles qui vont adopter une posture finalement assez neutre, non pas parce qu'elles ne voient pas l'intérêt pour leur business, leur activité et leur pérennité dans ce monde en 2035, mais plutôt parce que c'est trop clivant, et donc il faut avoir une posture de neutralité, on ne va plus travailler ces sujets-là, ou alors on ne le dira plus. Merci beaucoup, et on se reportera à votre étude Quel futur à l'horizon 2035. Il est temps de conclure et d'évoquer la suite. Alors, quelques mots pour vous dire qu'un replay de cette web émission vous sera proposé très rapidement, vous sera envoyé, ainsi qu'une synthèse. Et avec dernière info pratico-pratique, Sébastien Dumas, le thème et la date de la prochaine web émission dédiée aux études. Merci Nicolas. On vous donne rendez-vous le 3 juillet 2026 pour notre prochaine web émission. Donc Prospective Atlas, consacrée cette fois-ci aux observatoires des métiers. Décryptons les mutations, outiller des décisions, c'est-à-dire comment les productions sont utilisées par les entreprises, les organismes de formation et les actifs, et quels leviers pour les renforcer. Vraiment un rétro-pédalage sur, on va dire, à peu près depuis 2018, et cette fameuse loi pour choisir mon avenir professionnel qui a créé les OPCO et les OPMQ, et voir comment toutes ces productions ont donné des suites, des indications aux entreprises, organismes de formation et aux salariés. Merci beaucoup. Rendez-vous donc le 3 juillet, 10h30 midi. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis.